Salut tout le monde, ici Marc-André Morel. Écoutez, aujourd'hui j'ai envie de vous parler de quelque chose qui m'est venu par la tête comme ça il y a tout récemment et puis vous pouvez lire l'article sur mon site marc-andré-morel.com si ça vous intéresse de lire le texte au complet, mais là je vais vous faire disons, un court topo. J'ai pensé à l'IN, l'intelligence naturelle. Pourquoi pas? En fait, ça fait depuis que on est là, nous, l'humain, l'Homo sapiens, et tous nos prédécesseurs, l'Homo naledi, le Néandertal, l'Homo erectus, etc. On est là pour une raison et cette raison-là, c'est pas terminé. C'est certain que depuis peut-être quelques mois, on est en 2025 là, au moment d'enregistrer cette vidéo. C'est certain que l'intelligence artificielle, ça vient de tout bord, tout côté, et on est évidemment à des années-lumière de ce que ça peut devenir. Et c'est certain qu'il y a une partie là-dedans qu'on voit, bon, qui est bien intéressante quand on va sur ChatGPT, Gemini ou Copilot ou quoi que ce soit pour créer des textes, réviser nos textes, travailler, faire des recherches. Il en demeure pas moins que c'est bien positif, surtout même quand on pense que cette technologie-là a réussi depuis quelques années à sauver des millions de vies apparemment de gens qui ont été diagnostiqués avec un cancer, mais aussi des personnes qui ne savaient pas qu'ils étaient porteurs, qu'on a diagnostiqués, qu'on a été capable de traiter à temps. Donc, il y a des choses bien positives avec tout ça, mais c'est certain que ça vient avec l'envers de la médaille. C'est-à-dire qu'une certaine forme d'appréhension, d'inquiétude, d'anxiété même. Puis je vous avoue, même moi, quand je regarde à l'occasion des entrevues avec des experts qui, depuis des décennies, qui sont là-dedans, je me rends compte qu'il y a quand même un risque que non seulement plusieurs emplois disparaissent, et je me demande même ce que ça va devenir, non seulement mon propre emploi, c'est-à-dire ce que je fais maintenant avec vous, que je fais en conférence, les livres que je vais écrire, ou quoi que ce soit, mais aussi en même temps, si c'est pour, disons, faire disparaître 300 millions d'emplois d'ici quelques années, comme on le prétend, ben en fait, la question qui se pose, c'est quel genre d'économie on va avoir? Est-ce que je vais être capable de continuer de vendre ce que je vends, etc., comme produit, comme service et tout ça? Donc, je suis avec vous, je vis ça en même temps que vous, je vis ça de la même façon que vous, cette question de cet envers de la médaille, c'est-à-dire cette forme d'anxiété qui peut s'installer par rapport à tout ça. Ma réflexion aujourd'hui, c'est qu'en ce moment, vous savez, nous, les Canadiens, on a un nouveau président au sud de chez nous qui menace à tous les jours et puis qui, en fait, nous exhorte d'une certaine façon à déclarer notre souveraineté économique. Donc, oui, on peut avoir peur de ce qui peut arriver si jamais l'économie canadienne dont on dépend des États-Unis depuis des décennies. Qu'est-ce qui va arriver de nous si les choses continuent d'aller comme elles semblent vouloir aller? On a cette voie-là qu'on peut prendre, mais aussi, évidemment, on peut prendre la voie que certains déjà ont commencé à adopter, c'est-à-dire, OK, maintenant, on sait qu'est-ce qu'il y en est. On ne peut plus dépendre des Américains pour notre économie. Les Européens ne peuvent pas dépendre des Américains pour leur souveraineté, c'est-à-dire leur protection, que ce soit militaire ou territoriale, face à des adversaires qu'il y a un peu partout sur la planète. Il en demeure pas moins que certains d'entre nous, des entrepreneurs, des gens d'affaires, oui, mais aussi des gens au niveau politique, se disent, mais OK, c'est correct, maintenant on le sait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de déclarer notre propre protectionnisme ici au Canada, d'acheter chez nous, de fabriquer chez nous, d'être autosuffisant d'une certaine façon. Et ce ne sera pas la première fois que non seulement une nation, mais même qu'un individu ait besoin de prendre cette posture-là. Et là-dessus, je vous dirais, la première chose à faire, quand on ressent une forme de peur, appelons ça comme ça s'appelle, c'est-à-dire que la meilleure façon de dissoudre la peur, de la diluer, même de faire en sorte qu'elle éclate en morceaux, c'est grâce à l'action. Donc, quand on parle d'action individuelle, pas seulement de s'attendre que nos gouvernements fassent des choses pour nous, donc de se responsabiliser individuellement par rapport à notre situation et faire en sorte que, éventuellement, quand on va réussir à s'affranchir de cette peur-là, mais aussi des conséquences qu'on peut avoir imaginées, etc. Mais comme on dit, à chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, je fais telle chose, demain, ce sera autre chose, etc. Donc, non seulement en mouvement, je ne ressens plus cette anxiété, du moins pas autant, mais je crée des pistes de solutions. Évidemment, il y a toujours plus de solutions qu'il y a de problèmes. Donc, on va avoir l'embarras du choix. On va avoir à choisir qu'est-ce qu'on veut faire.
Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Qu'est-ce qu'on peut faire non seulement nous comme individus, et ensuite viendra bien sûr la question collective, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Alors, avant qu'on prenne l'éléphant puis on essaie de le manger d'un morceau, on y va étape par étape, mais la première chose, c'est bien sûr, c'est de se responsabiliser. Et se responsabiliser, ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire que peu importe ce qui arrive, ce n'est pas ce qui arrive, mais c'est la façon dont je réagis ou j'agis avec ce qui m'arrive. Donc, ça, c'est la première étape. L'autre piste de réflexion que j'ai aujourd'hui à vous partager, c'est que tout simplement, il n'y a rien comme l'humain. C'est-à-dire que nous sommes une machine à s'adapter. Ça fait non seulement des centaines de milliers d'années, on parle même de millions d'années que nous sommes là, c'est-à-dire au départ, on n'était peut-être pas nécessairement bipède, mais on a réussi de monocellulaire à aujourd'hui à évoluer et à s'adapter chaque jour. Il y a des milliers d'espèces, la plupart qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas identifiées encore, qui disparaissent parce qu'elles ne réussissent pas à s'adapter. Donc, non seulement c'est quelque chose qui est carrément historique dans notre chemin de vie en tant qu'espèce, mais en même temps, quand on regarde pas très loin en arrière, j'ai juste besoin de penser à ma grand-mère qui est née en 1907 dans les Laurentides au nord de Montréal, qui a vécu là-bas avec ses frères et sœurs. Elle était doyenne d'une famille de 14 enfants, donc c'est 16 personnes. Et moi, j'ai vu la maison, c'est-à-dire les débris de la maison, une maison qui est carrément sans isolation, sans toilette, sans bien sûr chauffage, sauf le bois qui devait évidemment durant la nuit s'estomper. Donc ça avait être très dur avec les hivers que l'on connaît ici au Québec. Et je vous dirais que cet ADN-là qu'ils avaient nous a été transmis. Et si on regarde encore plus loin, imaginez ceux qui ont vécu il y a 12 800 ans, l'événement du Drias récent, c'est-à-dire là où apparemment il y a des météorites qui auraient frappé la Terre, on sortait d'une ère glaciaire et ça nous a replongé dans une ère glaciaire. Et là, finalement, les survivants ont dû même créer des cités parce que c'était noir, c'était non seulement très froid, mais en plus la poussière à cause des feux et à cause des météorites faisait en sorte qu'on ne pouvait pas vivre nécessairement à l'extérieur. On a créé des cités souterraines où certaines d'entre elles, il pouvait y avoir jusqu'à 20 000 personnes qui vivaient comme ça. J'ai vu un reportage, je vous encourage à visionner, c'est sur Netflix. Le nom en anglais, c'est Ancient Apocalypse. Et je vous encourage à voir du moins la saison 1 où on voit là, dans un des derniers épisodes, on a découvert ces grottes-là qui sont très profondes, qu'on peut voir jusqu'à quel univers, quelle cité on a créé comme ça, souterraine, avant que c'était possible de pouvoir reprendre la vie normale sur la Terre, c'est-à-dire à l'extérieur de ces cités-là souterraines. Donc écoutez, ce que je veux dire avec tout ça, c'est que c'est bien beau, l'intelligence artificielle. Oui, c'est vrai que ça va nous permettre d'avancer comme on n'a jamais avancé à plusieurs niveaux, au niveau médical, au niveau scientifique, au niveau de la performance de nos tâches quotidiennes, parce que toute la partie, vous le savez, des savoirs et des compétences vont être plus ou moins entreprises presque à 100% par la machine. Par contre, il n'y a rien comme l'humain. Parce que l'humain et son intelligence naturelle, c'est la seule chose qui réussit à avoir cet espace d'amour, de joie, de rire, de sens de l'humour, d'être capable de s'émerveiller, d'apprécier la beauté, la poésie, de créer des œuvres extraordinaires, de pouvoir créer des liens, d'avoir de la compassion, de l'empathie, de l'entraide, d'aider son prochain, de pouvoir servir. Ça, c'est l'humain, c'est l'intelligence naturelle et ça, si on veut pas que ça disparaisse, ben ça disparaîtra pas tout simplement et ça sera toujours là. Alors, moi, je vous invite aujourd'hui à prendre une décision, à vous dire, OK,
Moi, je vis à une époque maintenant où je suis peut-être le cobaye de cette fameuse nouvelle technologie dont on a investi déjà plus de 1 trillion de dollars américains et on va continuer d'investir là-dedans. Il va y avoir des avancées. On est à l'aspect monocellulaire avec le conversationnel, là, les chats GPT-4, etc. Mais ce qui s'en vient, ça va être décuplé comme puissance. Alors, n'ayons pas peur. Mettons notre peur dans une boîte, on met ça de côté et on dit oui, oui, ça c'est mon époque. Il y en a qui ont connu les météorites, il y en a qui ont connu les guerres, il y en a qui ont connu la famine, il y en a qui ont connu la déportation, etc. Donc, nous, on a ça à vivre. On est non seulement des cobayes, comme je disais tout à l'heure, mais aussi le fait qu'on est les premiers à vivre ça. On est carrément des pionniers à cette période de transition-là. Et si on le veut, en même temps, avec une ouverture, disons, de nos consciences et d'avoir une posture un peu plus, disons, du nous plutôt que du je, ben, je pense que ça peut être un monde absolument magnifique. Et pour ça, par contre, c'est une décision que vous et vous seul, comme individu, et moi seul comme individu, je peux prendre. Alors, je vous encourage, je vous invite avec moi, je vous propose qu'on dise oui et qu'on y aille un jour à la fois dans cette nouvelle aventure qui est la nôtre, c'est notre époque et c'est la seule qu'on a. Alors moi, je dis oui, je la prends. Salut.